Savez-vous que l'on peut faire un tas de métiers avec le diplôme d'ingénieur ? On peut être conductrice de travaux, start-upper, arriver à la tête de l'une des plus importantes entreprises de cosmétiques maison, réaliser les chantiers d'un parc d'attractions, travailler dans l'entreprise préférée des Français ou faire le tour du monde en bateau. Je m'appelle Corentin de Châtel-Perron, j'ai 36 ans. J'ai monté une association qui s'appelle Gold of Bengal et j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ICAM. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je me définis plus comme un entrepreneur, ingénieur aussi parce que j'ai vraiment cette boîte à outils ingénieur, mais depuis j'ai rajouté pas mal d'outils. Du coup, ça ne se limite pas au travail d'ingénieur et je pense que chaque diplômé d'école d'ingénieur fait la même chose. Il part avec une boîte d'outils qui est commune aux autres et il rajoute des outils en fonction de ce qu'il veut faire dans la vie. Dans ce 6e épisode, nous avons rencontré Corentin de Châtel-Perron. Il était de passage en France pour quelques semaines avant de repartir pour son tour du monde en bateau. Bonjour. Bonjour. On est à La Coloc, c'est un espace de coworking à Lorient qui est super bien pour travailler. Faut qu'on aille à l'étage. Le principe, c'est que c'est un endroit sympa pour travailler. Il y a des machines à café et des gens sympas. J'ai monté une association qui s'appelle Gold of Bengal, dont je suis le président. On essaye de trouver partout autour du monde les meilleures innovations low-tech pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Ce que j'appelle des low-tech, c'est des techniques ou des savoir-faire qui répondent à 3 critères. Elles sont utiles, accessibles et durables. Alors utiles, ça veut dire qu'elles doivent servir à quelque chose. Donc c'est souvent des technologies ou des savoir-faire qui répondent à des problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, aux matériaux de construction, au recyclage, à la gestion des déchets, etc. C'est utile. Ensuite, c'est accessible. C'est pour ça qu'on les appelle des low-tech et pas des high-tech. C'est que ça doit être accessible d'un point de vue économique et ça ne demande pas des compétences très particulières ou des moyens très pointus pour les fabriquer. Elles peuvent être fabriquées un peu partout autour du monde. Et le 3e point, c'est durable. Ça veut dire que c'est écologique et que c'est bien pour la planète. Ma low-tech préférée, c'est un élevage de mouches ça s'appelle des mouches soldats noirs. En fait, les larves de ces mouches transforment très rapidement des déchets organiques, par exemple n'importe quelle épluchure ou même des déchets de toilettes sèches, etc. Ça les transforme en compost. Et donc ce compost, il est utilisé pour des maraîchers pour faire pousser des nouveaux légumes. Et ensuite, ces larves, une fois qu'elles ont grandi, on les donne pour l'alimentation des animaux, pour les poissons ou pour les poulets, par exemple. Et donc ça a un super impact écologique. Parce que plutôt que souvent c'est soit enfoui, soit brûlé des déchets organiques. Et là, grâce à ces larves de mouches, on transforme un déchet en 2 ressources qui valent cher, qui ont vraiment de la valeur. Et c'est une technique qu'il est assez facile de diffuser. Donc nous, on a été voir une ferme de ces mouches-là. On a documenté la manière d'élever des mouches pour que n'importe qui, demain, puisse élever ces mouches-là à petite échelle ou à grande échelle. Alors moi je viens de Bretagne et donc j'étais au collège et au lycée en Bretagne et j'ai toujours bien aimé le bricolage, tout ce qui était technique et l'aventure et l'exploration. Comme j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire, mais que j'adorais tout ce qui est technique, bricolage, etc., faire des trucs par moi-même, j'étais un fan par exemple de MacGyver. J'ai décidé de faire des études techniques, mais qui étaient généralistes, c'est-à-dire qui ne me fermaient pas de porte. Je ne voulais pas, à 18 ans, m'enfermer dans un boulot précis, en fait. J'ai découvert l'ICAM quand j'étais au lycée, et je voulais faire une école d'ingénieur généraliste. Et alors, j'étais à plusieurs portes ouvertes. Et à l'ICAM de Nantes, c'est l'école qui m'avait le plus marqué. Parce que je me souviens qu'il y avait plusieurs associations qui présentaient ce qu'elles faisaient. Et justement, il y en a qui étaient assez dans tout ce qui est technique, bricole, etc. Et j'avais remarqué, en discutant avec les élèves de l'ICAM qui présentaient ce qu'ils faisaient, qu'il y avait vraiment un côté passionné chez eux. Ils se passionnaient pour ce qu'ils faisaient.
Et ça m'avait vraiment marqué. Et la seconde chose qui m'a plu, c'est l'expériment. Alors, le principe, c'est que l'ICAM demande à chaque étudiant de partir pendant 4 mois à plus de 300 km de chez soi et en s'autofinançant. Et donc, les jeunes font ce qu'ils veulent et ils partent sur un truc qui les passionne. Et ça, j'ai trouvé que c'était un truc qui me correspondait bien. Alors, la formation ICAM, elle dure 5 ans. Moi, je suis rentré en 2001, je suis sorti en 2006. Ça commence par 2 ans de prépa. Donc, c'est quand même pas mal de théorique, maths, physique, chimie, etc. Et après, il y a 3 ans d'école d'ingénieur. Et donc, c'est assez généraliste. Il n'y a pas vraiment de spécialisation. Alors, la prépa, avant de rentrer en prépa, on m'avait dit tu verras, il faut bosser comme un dingue. Et puis, il y a un esprit de compétition, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire une école avec une prépa intégrée. Ça veut dire que ça ne se termine pas par un concours. Et l'avantage, c'est que, bon, ok, on doit pas mal bosser, mais tout le monde travaille vraiment ensemble, pas dans un esprit de compétition, parce que si tout le monde a la moyenne en fin d'année, tout le monde passe à l'année d'après. Et donc, j'ai vraiment bien aimé ces 2 années-là. En plus, tout le monde habitait sur le même campus. Et donc, je me suis fait des super amis que j'ai encore toujours. Pendant la prépa, avec des amis, on a fait partie d'une association. Et c'est une association qui aidait une association indienne dans le sud-est de l'Inde à construire des maisons. Et du coup, pendant toute une année, on a essayé de collecter de l'argent pour, à la fin de l'année, pendant l'été, donc c'était l'été de la fin de ma prépa, rencontrer cette association-là, voir comment ils faisaient sur le terrain et leur donner l'argent qu'on avait collecté. Et en plus de ce voyage-là en Inde, on découlait pas mal de trucs que j'ai fait dans la suite. On est parti 2 mois en Inde pour voir cette association-là. Et à ce moment-là, j'avais une cousine qui travaillait dans une petite ville qui s'appelle Auroville, qui est aussi dans le sud-est de l'Inde. Et c'est une ville qui a été montée par des hippies en 68, par des gens du monde entier qui se disaient on va essayer de trouver comment l'homme doit vivre demain et on va faire une ville entière de démonstrations, d'expérimentation de mode de vie de demain. Et ça, je trouvais ça marrant. Et puis, je connaissais quelqu'un dans cette ville-là. Et donc, j'y suis allé, mais juste 2 jours. Et en fait, ça m'a tellement plu de voir des gens qui étaient complètement passionnés par l'avenir de la planète. Et il y avait justement parmi ceux-là des architectes, des designers, des ingénieurs, etc. Et c'est la première fois que je voyais des ingénieurs qui vivaient de leur passion. Et ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Parce que j'avais plus l'image de l'ingénieur qui allait travailler pour gagner un salaire et puis vivre à côté ses passions. Mais voir des gens qui vivaient de leur passion, je crois que ça m'a bien éclairé pour la suite. En revenant de cette expérience en Inde, c'était le début de l'école d'ingénieur, du cycle d'ingénieur. C'est moins théorique, c'est beaucoup plus pratique. C'est des cours, on apprend comment on fabrique un bâtiment, comment on construit, comment on fait un frigo, comment on fait un ordinateur, on apprend plein de trucs comme ça. Et alors, il y a 2 projets phares la première année. On organisait une espèce de grande soirée où toute la promo, donc 100 personnes, organise le truc. Donc ça, c'est génial parce qu'on se retrouve tout d'un coup avec comme une entreprise de 100 personnes. Alors avec des chefs, des sous-chefs, des machins, on s'organise entre nous pour d'un point de vue management. On a un objectif, c'est de faire une soirée réussie dans les locaux de l'ICAM. Donc, toutes les salles de classe doivent être transformées en des bars. On doit inviter des groupes. Donc, vraiment, on gère ça comme une entreprise. Il y a des histoires de législation. Donc, il y en a qui sont plus dans les papiers. Il y en a plus qui sont dans la recherche de fonds. Il y en a plus qui sont dans l'artistique, etc. Ça fait une expérience qui est hyper intéressante de comment on s'organise entre nous. Et qui illustre bien aussi encore la philosophie derrière, c'est on essaye d'apprendre en utilisant nos passions ou des choses qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous séduisent. Et donc il y avait ce projet-là, et en même temps on devait commencer à préparer l'expériment. Donc ça c'est le voyage de 4 mois, qui est une préparation plus solitaire, à l'inverse de la préparation de la soirée ICAM. Parce que chacun doit vraiment trouver le chemin qui lui correspond. Alors pour ça, on a un prof ou quelqu'un qui nous conseille, qui nous accompagne pour prendre des bonnes décisions. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se dire j'ai toujours rêvé d'aller à New York, donc je vais aller à New York 4 mois. Il faut que ce soit plus construit que ça. Il faut que ça corresponde vraiment à
une amorce de ce qu'on veut faire dans la vie, pour moi. Et donc, j'ai décidé d'aller en Inde, justement, aller revoir Auroville, cette ville qui m'avait... j'étais resté que 2 jours, mais qui m'avait vraiment attiré parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me parlait dans tous ces gens qui avaient choisi des modes de vie différents. J'ai commencé par voyager dans différents endroits en Inde, et voyager tout seul, ça apprend énormément de choses aussi, j'adore ça. Et après, je suis arrivé à Auroville pour travailler pendant 2 mois, et j'avais trouvé un stage dans une entreprise d'Auroville qui fabrique des éoliennes qui pompent de l'eau dans le sol. Auroville, à la base, c'était un désert que l'État indien a donné comme une concession à ses hippies. Et du désert, ils ont réussi à le transformer en une grande forêt. Donc, ils ont des éoliennes qui pompent de l'eau dans le sol, qui permettent de faire de l'agriculture, qui permettent de faire pousser des arbres, etc. Et bref, à l'époque, ils avaient un petit souci technique sur les éoliennes. Et du coup, moi, ils m'avaient demandé de faire un stage de 2 mois pour améliorer ces éoliennes. Quand je suis arrivé à Auroville, je suis allé dans le seul endroit que je connaissais d'Auroville, c'est dans la forêt. Il y a un Australien, on peut dire qu'il est indien maintenant, parce que ça fait 45 ans, il était là dès les premiers Aurovilliens. Il est australien, architecte à l'origine, et il a monté une communauté dans Auroville qui est vraiment en pleine forêt. Donc, il a construit des espèces de maisons. Alors, il y a une maison dans un arbre, il y a des espèces de cabanes un peu partout. Et alors, pour y accéder, c'est des petits chemins en terre. Il n'y a pas d'accès à l'électricité. Il n'y a pas, il n'y a pas de fil électrique qui va jusqu'à là. Il n'y a pas de vraie route. C'est des chemins. Et donc, bon, déjà, ça déconnecte pas mal. Et à l'époque, moi, j'habitais dans une espèce de... Il m'avait permis de loger dans ce qu'il appelle une capsule. C'est une espèce de maison en bois, en bambou et en feuilles. Et bon, il n'y avait rien d'autre. Il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Le premier, c'est de rencontrer tous ces gens qui sont passionnés par leur métier, puis passionnés aussi par ce qu'on va faire de notre planète demain. Et ça m'a vraiment marqué. C'est la première fois que je voyais des gens qui dédiaient leur vie entière, en fait, comme des moines pour une religion. Mais non, c'était des gens qui dédiaient leurs compétences, tout leur temps, à voir ce qu'on peut devenir, ce que l'homme peut devenir demain sur notre planète. Et ça, j'ai trouvé ça super inspirant. Et le deuxième truc, c'est que voyager tout seul à l'autre bout du monde, j'ai trouvé que c'était un peu comme un moment de retraite, de recul par rapport à son quotidien, qui était nécessaire pour prendre des bons choix dans sa vie. Et depuis, c'est quelque chose que je fais régulièrement parce que je me rends compte que c'est seulement dans ces moments-là où je suis déconnecté avec ma vie quotidienne, avec mon environnement, mes amis, mes activités quotidiennes, que je suis plongé dans un autre décor en fait, que j'arrive à bien prendre du recul, bien réfléchir et prendre des bonnes décisions pour la suite. Alors quand je suis revenu de l'expériment, il y a eu déjà une phase super intéressante, c'est que tout le monde était parti en expériment, donc tout le monde revenait avec des histoires géniales. Et ça avait changé tout le monde. Donc ça, c'était super. Et puis, il a fallu se remettre dans les cours. Moi qui sortais de ma forêt à bosser sur les éoliennes, bon, c'était pas forcément le truc que j'aurais préféré, m'asseoir sur une chaise toute la journée, mais c'était justement la phase où on était un petit peu plus dans le pratique. Et alors, il y a plusieurs projets. Donc, on apprend des trucs sur les machines, les trucs et tout ça. On a des cours. On a aussi plus de travaux pratiques à ce moment-là. On a un projet qui m'a pas mal impacté sur la suite, c'est un projet de création d'entreprise. Et dans ce projet de création d'entreprise, on nous demandait ce qu'on voulait faire comme une idée d'entreprise et de faire tout un business plan comme si on allait créer l'entreprise. Et avec des amis, on a décidé de faire une entreprise d'écotourisme, de proposer à des gens de partir en vacances dans des endroits vraiment isolés, en pleine nature. On pensait même à des maisons semi-enterrées, des cabanes dans les arbres, etc. pour faire des activités outdoor pour mieux comprendre la nature. Et on s'était dit ça parce que on se disait, le problème, c'est peut-être que les citadins, ils n'ont plus du tout de connexion avec la nature. Et que pour créer de la connexion avec la nature, de l'empathie envers la nature, il faut qu'on comprenne le fonctionnement de la nature et qu'on comprenne qu'elle est nécessaire, etc. Et bref, on avait développé tout un concept là-dessus. Ça, c'était le projet de création d'entreprise. Et donc, il y a eu ce projet-là qui m'a pas mal marqué. Et ensuite, il y a la dernière année, elle est divisée en 2. Il y a ce qu'on appelait le labo. Je crois que le nom, il a changé depuis, mais
c'est-à-dire qu'on te donne un sujet, une mission en fait qu'une entreprise donne à l'ICAM. Et du coup, la deuxième partie de l'année, on devait faire un stage. Et moi, je voulais choisir un stage, du coup, qui corresponde à mes convictions, un peu comme ce que j'avais vu à Auroville. Et donc, j'ai décidé de travailler dans les énergies renouvelables. J'ai trouvé un stage dans l'éolien. Et donc, alors ça m'a plu de travailler dans un domaine qui correspondait à mes convictions, parce que l'éolien, j'y croyais, je trouvais ça bien de mettre des éoliennes. Mais après, ça m'a pas complètement séduit sur tous les points. C'est-à-dire que c'était quand même un travail dans un bureau, un travail pas mal d'ordinateur, dans une ville. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose. C'était pas encore comme les gens passionnés que j'avais vus à Auroville. À ce moment-là, comme bilan de mon stage, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas juste de travailler dans un domaine qui correspondait à mes convictions, mais qu'il y avait beaucoup plus de paramètres que ça pour choisir son métier. Et donc, j'ai essayé, dans la suite de ma carrière, de toujours trouver quelque chose qui me fasse vivre, qui corresponde à mes passions, mes compétences, et quelque chose que je trouve utile pour la planète ou les hommes. Je me souviens d'un cours où le prof nous avait demandé de trouver parmi des listes de postes le poste qui nous correspondait le plus. Donc je me souviens que j'avais été à la bibliothèque de l'ICAM, il y avait des ordinateurs et j'avais trouvé une liste de postes d'ingénieurs. Et par exemple, il y avait l'ingénieur chargé de projet, l'ingénieur, je sais plus comment on dit, sécurité, l'ingénieur bureau d'études, l'ingénieur, je sais plus les noms. Mais il y avait aucun nom où vraiment ça faisait tilt dans ma tête. Et je crois que ce cours-là a fait une démonstration par l'absurde qu'il fallait que je crée moi-même mon travail. Alors, après mon stage, on a reçu notre diplôme. Et en fait, avec un des amis avec qui on avait fait le projet de création d'entreprise d'écotourisme, on a décidé de se lancer là-dedans. Parce que vraiment, là, pour le coup, on se disait ça correspond à nos passions, à nos compétences. Bon, il manquait le petit détail de faudrait que ça nous fasse vivre. Du coup, on s'est un peu débrouillé en faisant des petits boulots, etc., pour gagner assez d'argent pour pouvoir monter le projet. Et alors, on s'est lancé vraiment dans un gros truc parce que notre projet, ça demandait des millions d'euros. Il fallait trouver un terrain quelque part assez isolé où on puisse quand même construire des maisons. Et puis, enfin, c'était quand même un gros machin. Peut-être qu'on ne s'est pas bien rendu compte de l'ampleur du truc dès le début. On s'est lancé dedans, on a fait une étude de marché, un business plan, on a rencontré des gens, des potentiels investisseurs, etc. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, l'ami avec qui je travaillais, il a décidé de prendre une autre voie parce que c'était quand même pas très confortable. Puis on ne savait pas du tout si ça allait marcher ou pas. Et en fait, il y a un des contacts qu'on avait fait quelques mois avant que j'ai recontacté. Et en fait, c'était un groupe d'investisseurs qui nous avait dit votre projet nous intéresse. On ne peut pas investir tout le truc, mais par contre, on peut participer à cet investissement-là et puis vous encadrer. Donc, j'ai recontacté cet investisseur et il m'a proposé de travailler à temps partiel sur son projet et à temps partiel sur mon projet. Ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Et un jour, j'ai reçu un mail d'un ami d'amis, quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui vivait au Bangladesh et qui montait un chantier naval pour fabriquer des bateaux de pêche pour les pêcheurs du Bangladesh. Il avait remarqué qu'au Bangladesh, il y a de moins en moins de bois à cause de la déforestation et que du coup, ils construisent des bateaux de mauvaise qualité et à chaque tempête, il y a plein de pêcheurs qui meurent en mer. Et bref, il voulait développer un chantier naval et il cherchait un ingénieur pour l'aider. Et moi, ça fait tilt dans mon cerveau. Je me suis dit, je connais pas le Bangladesh, mais j'avais été en Inde. Je savais que c'était une culture qui m'attirait. Et partir comme ça à l'aventure dans un endroit que je connais pas, faire un métier que je connais pas, c'est le truc qui me manquait à ce moment-là quand je bossais à Paris. Et du coup, j'ai décidé de partir. Donc j'ai débarqué au Bangladesh début 2009. J'ai rencontré ce Français qui monte son chantier naval. Alors c'était vraiment un tout petit chantier naval, hein. C'était même pas en hangar fermé, c'était un espèce de truc sur le bord d'une rivière. Mon boulot, ça allait être de faire la coordination entre l'architecte naval qui était français et les gens sur place pour qu'on construise des bateaux qui soient plus en bois parce que le bois était de mauvaise qualité, mais en matériaux composites.
Et donc, je devais trouver un logement sur place. Ça, c'était un des premiers trucs que j'ai fait. Et alors, ce Français, Yves Mar, il avait construit, via son association, un grand bateau en bois, une espèce de bateau de pirate en bois traditionnel de l'époque. Et c'était un bateau qui allait disparaître. Et du coup, il s'est dit, on va le refaire comme ça, on va conserver les traditions. Et j'ai demandé à Yves si je pouvais vivre dans ce bateau. Et il m'a dit oui. Et donc, je me suis installé dans ce truc-là. Alors, dans mon travail au chantier naval, on commençait à construire des bateaux en fibre de verre, les premiers bateaux en fibre de verre du Bangladesh. Et j'avais vu qu'en Inde, par exemple, ou dans les pays autour, ils commençaient à utiliser à fond cette technologie-là, ce matériau-là. Et qui a un défaut, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. Ça prend beaucoup d'énergie à la production, c'est importé au Bangladesh, et en fin de vie, on ne sait pas quoi faire du matériau. Et alors, il se trouve que là où mon bateau était échoué, il y avait une espèce de jungle, et derrière la jungle, il y avait une usine de transformation de fibres de jute. Le jute, c'est une plante qui pousse quasiment que au Bangladesh, qui est une sorte de grande ortie avec une tige beaucoup plus longue. Et je me suis dit, mais si on remplaçait la fibre de verre qu'on utilise pour fabriquer les bateaux par de la fibre naturelle locale, ce serait génial d'un point de vue écologique et aussi d'un point de vue social, économique pour le Bangladesh. Et du coup, j'ai commencé à faire des premiers tests. Et au bout de quelques mois, quand j'ai vu qu'il y avait un vrai potentiel, j'ai décidé de fabriquer un bateau avec ce matériau-là. Là, j'avais un peu deux options. Soit je faisais des dossiers et je cherchais de l'argent pour essayer de financer la suite des recherches, soit je prouvais que ça marche. Et j'ai décidé de prouver que ça marche. Donc, je suis rentré en France à la voile avec ce bateau pour montrer que le bateau était résistant et que moi, j'étais motivé aussi. Et donc, je suis parti à la fin de mon contrat, au bout d'1 an au Bangladesh. Après avoir passé 3 mois à construire le bateau, je suis parti direction la France. Je ne savais pas quand j'arrivais parce que j'avais jamais vraiment en fait navigué avant. J'avais jamais navigué tout seul sur un bateau ou même au large. Et du coup, je suis parti. J'ai commencé par descendre le Gange et puis traverser jusqu'au Sri Lanka. Puis ça a marché. Du coup, j'ai continué jusqu'au Sultanat d'Oman et puis au Yémen. Et puis j'ai remonté la mer Rouge. La mer Rouge, c'était avec mon frère. Et puis on a traversé le canal de Suez. Et puis paf, je suis arrivé 6 mois après en France. Et donc, le bateau, ça a fait un peu de bruit. Donc, le bateau, j'ai pu le montrer à des salons nautiques et tout ça, trouver des mécènes et des partenaires. Et l'année d'après, je suis reparti au Bangladesh pour monter un labo de recherche sur la fibre de jute. Quand je suis retourné au Bangladesh en 2011, notre nouveau challenge, c'était de fabriquer un nouveau bateau, mais le premier bateau au monde 100% en composite à base de fibre de jute. Et on a réussi notre pari. En début 2013, on a mis à l'eau Gold of Bengal, qui est le premier bateau au monde fabriqué en composite à base de fibres de jute. Alors, quand on a mis à l'eau Gold of Bengal, le bateau 100% jute, j'avais une idée derrière la tête. C'était de partir pendant 6 mois naviguer dans le golfe du Bengale avec 2 objectifs. Le premier, c'était de tester le bateau pour valider qu'il est bien costaud avant de continuer à diffuser ce matériau-là. Et le deuxième, c'est que je commençais à m'intéresser à ce que j'appelle les low-tech, donc des technologies qui permettent de répondre aux besoins de base, mais avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des moyens simples, accessibles. Donc voilà, donc je commençais à m'intéresser à ça. En fait, j'avais remarqué qu'au Bangladesh, en Inde, dans les pays où j'avais été, et spécialement des pays où les gens sont sous contrainte, il y a des gens super ingénieux qui inventent des super technologies, des super savoir-faire, etc. Et ça me passionnait. Et j'ai décidé de voir si je pouvais être autonome sur ce bateau pendant 6 mois grâce à des low-tech. Et donc, j'avais embarqué sur le bateau une serre pour faire pousser des patates. J'avais 2 poules pour avoir des œufs. J'avais un petit désalinisateur pour faire de l'eau douce grâce à de l'eau de mer. Et j'avais un réchaud à économie de bois et un four solaire. Et donc, je suis parti. Ça a été assez dramatique par rapport à tous les plans que j'avais eus. Ça a été un bon échec parce que mes plants de patates sont tous morts très rapidement. Parce que, je me servais un peu du four solaire, mais j'ai eu par exemple, avec le réchaud, je devais ramasser des morceaux de bois sur les plages, sur les îles désertes où je m'arrêtais. Et j'ai embarqué des familles de termites qui ont bouffé mon mât qui s'est cassé dans une tempête.
Enfin bref, rien ne s'est passé vraiment comme prévu, mais je suis revenu avec mieux que ça, je suis revenu avec une idée, c'est de me dire, mais toute cette ingéniosité qu'il y a partout autour du monde, toutes les bonnes idées qu'il y a partout autour du monde, tous les gens qui, sous contrainte, inventent une super solution pour résoudre un problème d'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, la malnutrition, etc. Toutes ces bonnes idées, il faut en faire quelque chose, parce que la plupart du temps, c'est quelqu'un qui, localement, va inventer un truc génial. Mais en général, ça peut servir à des milliers, voire des millions de personnes quelque part dans le monde. Et il faut que ces gens-là en entendent parler. Et du coup, je me suis dit, ce serait génial qu'on puisse scanner la planète à la recherche de toutes les bonnes idées, de toutes les low-tech, qu'on documente ces solutions-là et qu'on les diffuse pour que n'importe qui puisse les répliquer. Et donc, j'ai créé mon asso dans lequel il y avait 2 projets. Le projet pour continuer à développer le matériau à base de fibres de jute. Donc, il y avait une équipe qui restait au Bangladesh pour avancer là-dessus. Et j'ai recruté une seconde équipe pour travailler sur les low-tech. Eux, ils sont basés à Concarneau, en Bretagne. Et alors, avec cette équipe-là, on a commencé donc à scanner la planète, à regarder toutes les bonnes idées qu'on pouvait trouver sur Internet. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on va trouver un nouveau bateau, cette fois un grand bateau, un grand catamaran, qu'on a appelé Nomade des mers, qu'on a acheté en 2015. Et on va transformer ce bateau-là en laboratoire flottant et on va aller rencontrer les gens qui ont eu des bonnes idées de low-tech pour aller tester leurs innovations, pour pouvoir bien documenter ces innovations-là, bien valider qu'elles sont bonnes. Et ensuite, on va communiquer dessus pour les diffuser et que d'autres gens puissent les répliquer. Et alors, on est parti avec ce bateau début 2016. Pour un tour du monde. On pensait que ça allait durer 3 ans, mais en fait, ça fait déjà plus de 3 ans et on est encore en cours. Et à chaque escale, on rencontre des inventeurs, ils nous présentent leur technologie et on la fabrique. On fait toujours un prototype qu'on essaye sur le bateau. On fait une vidéo tuto qu'on met sur Internet, un tutoriel écrit aussi qu'on met, on a fait un espèce de Wikipédia du low-tech et on fait des documentaires pour la télé, pour le grand public, pour Arte. Et on a découvert plein de low-tech géniales, on a découvert plein d'inventeurs géniaux. Et l'idée qui est née il y a 5 ans de se dire on va utiliser Internet pour diffuser toutes ces bonnes idées, elle est bonne parce que l'année dernière, on a dépassé un humain sur 2 qui a accès à Internet. Alors sur le bateau, on essaye tout. Alors, par exemple, sur les mouches soldats noirs, quand on s'est arrêté à Kuala Lumpur, on a dû embarquer à bord un élevage de mouches soldats noirs. Donc, on a une petite volière avec des mouches et on a un espèce de bac à compost qui grouille de verre à l'intérieur. À Singapour, on a étudié l'agriculture urbaine parce qu'ils font pousser des légumes. Singapour, c'est une île, il n'y a que des immeubles partout et tout ça. Ils n'ont pas d'espace pour cultiver. Et donc, depuis, on a un système de production de plantes à bord du bateau, hors sol, qui grandissent grâce à des excréments de grillons. Et donc ça, c'était super intéressant de se pencher sur tous ces sujets-là à chaque fois. Et à chaque fois, en rencontrant des gens qui mettent vraiment leur passion, leurs compétences et leurs convictions au service d'une population, au service de la planète. Une journée type sur le bateau, c'est en général, on est en escale dans un pays pour rencontrer un inventeur. Donc tous les matins, il y a la routine du matin, c'est s'occuper de tous les trucs vivants à bord parce que du coup, c'est comme une petite ferme flottante. On est un peu fermier sur un bateau. Donc il faut s'occuper de tout ça. Et ensuite, ça prend pas mal de temps de tourner les documentaires pour la télé ou faire les tutos ou créer les prototypes des technologies qu'on va documenter et de rencontrer, d'interviewer les inventeurs. Donc en général, la journée, c'est soit on est avec l'inventeur, soit on prototype, soit on achète du matériel pour prototyper, soit on documente et on teste des technologies. Je me suis rendu compte que la plupart des ingénieurs, des designers dans le monde, ils travaillent sur les high-tech alors qu'il y a énormément de choses à faire sur les low-tech. Nous, on a commencé à répertorier tout ce qui existait, mais il y a un potentiel de développement et d'innovation qui est gigantesque dans les low-tech. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément pendant les études, de savoir que l'innovation, c'est pas forcément le high-tech. Ça peut être vraiment des choses du quotidien qui sont accessibles à tous et qui sont très innovantes. Et donc, mon rêve pour l'avenir, c'est de convaincre plein d'ingénieurs, plein de designers, plein de chercheurs, plein de particuliers, plein d'étudiants, etc., à créer ce qu'on appelle en interne dans l'association la NASA du low-tech. C'est-à-dire de créer un vrai centre de recherche pour innover en matière de low-tech, pour trouver des solutions qui soient au service de modes de vie qui soient plus sains et plus durables.
Ça fait 13 ans que je suis diplômé. Et après 13 ans, je me rends compte que toutes les grandes décisions que j'ai prises, toutes les grandes orientations, c'était pendant des moments où j'étais assez déconnecté. C'était sur le bateau échoué au Bangladesh, c'était pendant ma traversée du Bangladesh à la France, sur mon bateau en jute, c'était pendant mes 6 mois dans le golfe du Bengale, c'était à chaque fois pendant des moments où j'étais hors de ma routine habituelle en fait. Et c'est à chaque fois à ces moments-là que j'ai réussi à aller assez loin dans ma réflexion, à pas être parasité par d'autres phénomènes extérieurs et à prendre vraiment des choix assez radicaux quelquefois. Et en cherchant, j'ai compris qu'il y avait une bonne technique, c'était de m'imaginer moi grand-père. Alors je me projetais moi grand-père et je m'imaginais ce que moi grand-père allait penser de mes décisions du moment. Faire mes grands choix de vie en fonction de que ce soit moi grand-père qui choisisse mes choix de vie. Alors je m'explique. C'est que je me disais, l'important c'est que moi quand je serai grand-père, je sois content de ma carrière. Finalement, c'est pas à moi, Corentin du moment de choisir, c'est plutôt à Corentin grand-père de choisir ce que je devrais faire. Donc, et en plus, je pense qu'un grand-père, il choisit bien parce qu'il a envie d'avoir des histoires sympas à raconter à ses petits-enfants. Et qui dit histoire sympa, ça veut dire des histoires dont il est fier, donc qui correspondent à ses valeurs, à ses convictions, et des histoires aussi qui lui sont arrivés des trucs. Et donc j'ai commencé à me faire des projections de discussions avec moi grand-père. Et c'était une de mes activités quand j'habitais sur ce bateau. Et ça m'a pas mal inspiré pour la suite. Vous venez d'écouter le 6e épisode de la première saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre la diversité des métiers que l'on peut occuper avec un diplôme d'ingénieur. L'ICAM diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 18 000 alumni partout dans le monde. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site icam.fr. Et si ces épisodes vous ont plu, partagez-les autour de vous et dites-le nous en nous mettant des étoiles.